Nous passons maintenant à la section 7 sur les solvers answer set. Il est possible, jusqu'à présent, on n'a pas tellement vu comment on calculait, comment on obtenait précisément les answer sets. On a vu pour les programmes positifs qu'on avait un opérateur de point fixe qui nous permet de trouver les modèles, les plus petits modèles de Herbrandt. On a vu que cet opérateur de point fixe, il nous donnait une condition nécessaire. Donc être un point fixe de cet opérateur, c'est une condition nécessaire pour avoir un modèle stable, mais c'est pas suffisant. Et à part le fait d'énumérer en fait tous les modèles possibles et de tester chacun des modèles, pour l'instant, on ne sait pas trop comment on peut faire pour calculer d'une manière optimisée, on va dire les answer sets finalement, pour trouver tous les ensembles, tous les modèles minimaux qui répondent à la définition de ce qu'est un answer set. Donc il est possible qu'on voit ça maintenant. Alors voyons si c'est vrai. Donc, dans cette section, on mentionne certains solvers answer set et on présente brièvement le système DLV. Alors, étant donné que décider si un programme logique étendu donné a un answer set ou pas, c'est un problème NP complet, il est clair que le calcul efficace des answer sets n'est pas un problème facile. Et on ne peut pas s'attendre à avoir un algorithme en temps polynomial pour cette tâche. Même, en temps total polynomial, c'est-à-dire euh, si la taille combinée de l'input et de l'output, en termes de toutes les réponses, tous les ensembles de réponses de P, est mesurée. Alors je dirais que c'est peut-être output polynomial, enfin bon, bref. Alors en fait, ce problème est encore plus difficile, évidemment, si la disjonction dans les têtes de règles est autorisée. Alors il y a un nombre d'algorithmes sophistiqués avec sont des approches qui suivent des approches différentes. Un certain nombre de ces algorithmes-là qui ont été développés sur les 15 dernières années. Donc en fait, là, comme cet article-là est daté une dizaine d'années, bon, bah, voilà. Il y en a probablement d'autres qui se sont ajoutés. Ce qui est en fait une approche similaire hein, dans le domaine de la résolution du problème SAT. Et jusqu'à présent, donc, et à l'heure, donc au moment où l'article est écrit, et donc maintenant aussi, il y a quand même un certain nombre de solvers qui sont disponibles. L'article nous donne une liste dans la table 1. Regardons cette table. Voilà, donc à l'époque, il y avait DLV, S-Models, et puis tous ceux qui sont ici présentés. Alors, certains de ces solvers fournissent un nombre d'extensions, enfin traitent d'un certain nombre des extensions du langage donc, qui sont décrites dans cet article-là et ont été développés plus avant en des familles de solvers. C'est le cas par exemple du système DLV. Après, il y a aussi une collection de problèmes benchmark pour ces solvers answer set qui a été créée, qui est maintenue par la plateforme Asparagus. On trouve aussi de l'information sur les formats de langage et sur la compétition de système ASP dont la première édition a eu lieu à la conférence LPNMR en 2007. Donc, dans la prochaine section, en fait, les auteurs vont parler rapidement des stratégies d'implémentation des solvers AS et ils font référence sur le sujet
au tutoriel ICLP04 de Ilka Niemela. Alors, architecture, section 7.1, architecture des solveurs ASP. Les solveurs ASP traditionnels ont typiquement une architecture en 2 niveaux. Premièrement, l'étape de grounding. Donc, on prend un programme en entrée P qui a des variables. On prend un sous-ensemble P' de ces grounding. Non, pardon. Et on génère un sous-ensemble P' de ces grounding qui a les mêmes answer sets que P. Et 2, donc c'est l'étape de recherche de modèles. On essaye, on calcule les modèles, les answer sets des programmes P', enfin du programme P' qui est constitué d'un certain nombre de grounding de P. Okay. Donc par analogie avec la définition de la sémantique, le calcul effectue une réduction au cas propositionnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce qu'on vient de décrire, là, dans l'architecture des systèmes, on retrouve la notion qui est évoquée dans la sémantique. Dans la sémantique des programmes étendus avec variables, on sait qu'il faut qu'on s'intéresse au grounding de ces programmes-là. Et donc on retrouve cette première phase où on passe d'un programme avec variable à un programme sans variable. Pour faciliter donc des calculs finis et les answer sets associés, de nombreux systèmes ne supportent pas les symboles de fonction. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils prennent en charge simplement le fragment de programmation logique qui est appelé datalog. On l'a déjà évoqué, hein. On sait que quand on a des fonctions, apparaissent alors des cas d'indécidabilité, donc de calculs qui potentiellement peuvent ne jamais se terminer. Donc c'est pas étonnant ici qu'il y a quand même pas mal de systèmes qui supportent pas les symboles de fonction. Ou alors sous une forme très limitée, comme c'est indiqué ici. Voilà, donc ça fait référence à la section 9. On verra un peu plus à ce sujet à la section 9. Donc la réalisation efficace en fait, des 2 étapes requiert l'usage de méthodes et d'algorithmes sophistiqués. Alors certaines méthodes et certains algorithmes ont été complètement conçus à partir de rien, c'est-à-dire sont vraiment nouveaux, sont des approches nouvelles, alors que d'autres ont été empruntés à des domaines déjà connus, et c'est le cas notamment de la résolution de problèmes SAT, de ceux qui existent en résolution SAT. Alors dans la suite, on va regarder donc les 2 étapes. Alors d'abord, on va s'intéresser à l'étape de grounding. Alors le calcul efficace d'un grounding, donc je rappelle, un grounding, c'est quand on passe d'un programme avec variable à un programme sans variable. Il semblerait donc, comme c'était suggéré précédemment, qu'on puisse éviter de calculer le grounding complet pour un programme avec variable, et qu'on puisse trouver des groundings incomplets, mais qui ont les mêmes answer sets que le programme d'origine. Bref, ce calcul, si on veut qu'il soit efficace, c'est vraiment et les techniques associées sont vraiment au cœur des systèmes qui sont les plus performants jusqu'à présent.
Et donc il y a différentes procédures de grounding qui ont été conçues, incluant le, le module qui fait du grounding, le grounder de DLV, qui est intégré à DLV, incluant LParse, qui est intégré à S-Model, Gringo pour le système CLAPS, donc là qui sont des grounders qui peuvent être utilisés séparément de S-Models et de CLAPS, et XASP, ASPPS. Bon, voilà, on suppose qu'il y a des grounders qui sont efficaces dans ces systèmes-là. Donc, afin de rendre le programme ground P' petit et facile à évaluer, parce qu'après, quand on cherche les modèles, on cherche les modèles à partir de P', mais plus à partir du programme P original. Donc, des techniques sophistiquées pour trouver des groundings intelligents, les bons groundings ont été développés, et des restrictions ont été imposées sur la syntaxe. Alors, par exemple, dans DLV, on a la restriction dite de rule safety, donc de sécurité de règles, qui nous dit quoi? Qui nous dit que chaque variable dans une règle doit apparaître dans un littéral du corps positif, c'est-à-dire non préfixé par note, et pour lequel le prédicat c'est pas l'égalité ou un autre prédicat built-in de comparaison. Ça, c'est une condition standard dans le domaine des bases de données déductives en réalité. C'est vrai qu'on la retrouve dans le domaine des bases de données déductives de Datalog. Et ensuite, on a une autre restriction qui est adoptée par S-Model, qui est la Domain Restriction, la restriction de domaine. Chaque variable dans une règle doit apparaître dans un prédicat du domaine positif. Alors, qui sont quoi? Qui sont les prédicats qui ne sont pas définis par une récurrence négative ou qui utilisent une règle de choix. Donc, un prédicat sans négation, on va dire, récursive, et sans disjonction, en gros. Alors un problème avec des procédures, un problème même avec des procédures de grounding qui sont très efficaces, reste que même avec ces procédures-là, on peut faire face à l'engorgement des groundings. C'est-à-dire qu'étant donné un programme P, enfin même si un programme P peut être évalué en espace polynomial en principe, un grounding, même s'il est petit P', peut produire un nombre de règles exponentiellement plus grand que l'espace d'origine, que le programme d'origine. Voilà, donc en fait, c'est compliqué. Alors parallèlement à ça, on a quand même aussi des évaluations non-ground qui sont, qui visent à l'efficacité, voilà, qui sont étudiées de plus en plus. En tout cas, qui à l'époque étaient étudiées de plus en plus. Il faudrait voir dans les derniers articles si c'est le cas. Après, il y a des techniques aussi de grounding partiel et de grounding paresseux qui ont été montrées intéressantes et qui aussi constituent un problème important pour la prochaine génération de solvers answer set. Donc voilà, l'étape du grounding, elle est compliquée. Il y a des approches
diverses qui existent. Après, la deuxième étape, c'est l'étape de la recherche de modèles euh, pour un programme propositionnel, donc un programme sans variable. On suppose qu'il est ground ou qu'il vient que c'est le grounding d'un programme avec variable, et donc on va rechercher les modèles. Alors cette recherche de modèles, en fait, elle est plus compliquée que le problème analogue en résolution SAT ou en CSP, parce qu'informellement, on peut la voir comme étant, étant constituée des deux tâches suivantes. Déjà, on doit générer des modèles candidats et ensuite on doit tester les modèles. Alors ce problème de modèle checking, hein, il est connu comme étant P complet pour des programmes normaux et comme étant CoNP complet pour des programmes disjonctifs. Voilà. Alors ces deux tâches peuvent être résolues en utilisant différentes approches. Donc là, il y a deux grandes approches, semble-t-il, qui sont précisées. Alors la première est historiquement, c'est celle qui a historiquement été la première à être étudiée, emploie des algorithmes de recherche spécifiquement construits pour les modèles. Donc de tels algorithmes ont été développés par exemple pour S-Model, DLV, NoMore, etc. Ils prennent leur inspiration dans l'algorithme DPLL pour SAT et dans ses variantes et dans ses améliorations, dans lesquelles les valeurs de vérité sont assignées aux atomes. Des conséquences qui émergent je suis pas sûr de comprendre. Bref, c'est à partir de l'algorithme DPLL et de ses certaines adaptations avec une étape de backtracking qui ont été proposés donc des algorithmes pour S-Model et DLV. Alors, la différence cependant avec SAT, c'est que alors qu'un solver SAT peut découvrir tout modèle classique, un solver AS doit trouver un modèle spécifique qui satisfait la stabilité. Et en fait, cette condition de stabilité rend le problème plus difficile. Par exemple, seuls des atomes donc les seuls atomes qui peuvent être vrais sont ceux qui sont supportés par les règles. Oui. Donc le résultat de la recherche de modèles, c'est quoi? C'est un candidat, un ensemble de réponses candidats dont la stabilité peut encore être vérifiée, pour lequel on peut avoir besoin de vérifier la stabilité, comme c'est le cas pour les programmes disjonctifs dans DLV par exemple. Et donc à cette fin, donc tester la satisfaisabilité des candidats, la caractérisation des modèles stables en termes de unfounded set selon théorème 11 est exploitée. Ça peut même être en fait traité, intégré à une instance du problème unsat. Alors la recherche de modèles spécifiques a abouti dans le système DLV. Par exemple, à traiter donc des atomes par rapport à 4 valeurs de vérité, vrai, faux, indéfini et devant être vrai. Ici, devant être vrai signifie quoi? Signifie que les atomes doivent être vrais
mais que la vérité d'un atome doit encore être supportée. On démarre avec tous les atomes qui sont indéfinis, possiblement des littéraux possiblement vrais. Oui, c'est ça. On démarre avec tous les atomes qui sont indéfinis. Ensuite, des littéraux possiblement vrais sont identifiés, dont la valeur de vérité est déterminée conséquemment par essai et erreur. Et voilà. Et pour un exemple simple, donc on considère le programme de la figure 9. Alors la figure 9, est-ce qu'ils nous l'ont donné ou pas? Oui, il est là. Donc on a un modèle propositionnel, hein. On a un programme propositionnel, pardon, qui nous dit note B donne A, note A donne B, note C et A donne C. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ce programme-là? Initialement, tous les atomes sont indéfinis, et note A et note B seraient possiblement des littéraux vrais. Alors, il faudrait pouvoir... je vais faire un copier-coller parce qu'il faudrait pouvoir avoir la figure à côté pour bien comprendre. Voilà. Ça, c'est la figure. Et ça, c'est le texte. Je vais copier-coller la suite. Donc, on a cette figure 9. On nous dit quoi? On nous dit initialement tous les atomes sont indéfinis. Okay. Et note A et note B seraient possiblement des littéraux vrais. Bon. Supposons que d'abord A, on assigne A, ah oui, puisqu'on fait par essai-erreur, donc on suppose qu'on assigne à A la valeur faux. Alors si on assigne à A la valeur faux, donc du coup note B va être vrai, donc on va explorer la branche de droite. Donc ça veut dire que B est vrai. B, qu'est-ce qu'il nous est dit après? Donc pour B, on peut conclure à partir de la première règle que B doit être vrai. Comme à partir de B, donc on peut conclure à partir de la première règle must be true, comme son corps doit être faux, et vrai à partir de la seconde règle, comme son corps est faux. Donc on va déduire à partir, on a fait l'hypothèse que A était faux. Donc faire l'hypothèse que A est faux, c'est faire l'hypothèse que notre A est vrai. Et alors après, la première règle nous dit quoi? La première règle nous dit que on peut conclure pour B la valeur de vérité must be true. Euh, Ah oui, d'accord. Je pense que je commence à comprendre. C'est-à-dire que comme
la première règle aboutit à A et qu'on a supposé que A était faux, eh bien, si B était faux, on aurait note B vraie et donc on générerait A. Mais comme A est faux, il ne faut pas que le corps soit vrai. Donc, il ne faut pas que B soit faux. Mais comme c'est une négation, on ne peut pas dire B est vrai, on va dire B doit être vrai. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Et vrai à partir de on déduit que B est vrai à partir de la seconde règle, bah oui, tout simplement parce qu'on sait que A est faux. Donc euh, le corps nous dit euh, je ne peux pas démontrer que j'ai A. Et bien ça c'est vrai puisque je sais que A est faux. Donc c'est vrai que je ne peux pas démontrer qu'on a A. Donc donc le corps est vrai et donc la conclusion est vraie aussi. Donc B est vrai si on prend les deux règles. Donc ça veut dire qu'on a deux embranchements possibles. On a un node B euh, ici pour lequel on considère que node B est vrai. Mais ça veut dire que B à la valeur de vérité doit être vrai. Euh, non, pardon. Node B n'est pas vrai, node B doit être faux, mais ça veut dire que doit être vrai. Et là, B est forcément vrai, si on prend la deuxième règle. Donc dans les deux cas, soit B est vrai, soit B doit être vrai. Alors apparemment, dans ce cas-là, on en déduit que B doit être vrai. Et pour C, qu'est-ce qui nous est dit? On peut conclure faux parce que A est faux. On a A qui est faux, donc globalement le corps est faux. Donc C peut-être... donc en fait on ne sait rien sur C. On peut conclure que C est faux parce que A est faux. Bon, ok. Maintenant tous les atomes sont soit vrais soit faux. Puisque là du coup on a supposé A faux, on a déduit B vrai et on a conclu C faux. Ce qui nous fait donc un candidat en fait, puisque du coup on sait que dans notre candidat, dans notre modèle candidat M, on n'a que B qui est vrai. Et du coup après il faut tester, j'imagine, si c'est bien un answer set. Donc il y a une étape de test supplémentaire, j'imagine. Et si c'est vrai, là apparemment c'est le cas, c'est bien un answer set, donc on le renvoie en réponse. Après, du coup, on revient au nœud A. Au lieu de dire qu'il est faux, a priori, on va lui assigner la valeur de vérité must be true. Donc, si B doit être vrai, à partir de la première règle, on en conclut que B est faux. Pourquoi que B doit être faux? Euh, Parce que si B est vrai, note de B est faux. Donc on peut rien conclure sur A priori. Mais si on sait que A doit être vrai, que comme c'est la seule règle qui génère A, ça serait bien que B soit faux, comme ça note de B est vraie, et donc on génère A. Je pense que c'est ce genre de raisonnement, là, c'est vraiment très très intuitif, je ne comprends pas tout ce que je fais, mais j'essaye d'interpréter. Ok. Et alors si B est faux, bah, du coup ça nous dit que A est vrai, et plus simplement doit être vrai.
Si on continue, A est vrai, on pourrait conclure que note C est possiblement vrai. Ouais, pourquoi pas. C'est encore, de toute façon, c'est par essai-erreur, hein, donc j'imagine que voilà, c'est des hypothèses qu'on fait. Cependant, si on avait note C est, est possiblement vrai, ça voudrait dire que C est vrai, parce que A est vrai, note C est vrai, donc ça impliquerait que C est vrai. Mais du coup, ça serait un peu contradictoire, non? Oui, parce que si note C est possiblement vrai, ça voudrait dire que C doit être fixé à faux. Mais si C est fixé à faux, alors C est fixé à vrai. Puisque si C est fixé à faux, c'est la règle, c'est le, c'est les règles tueuses, hein, c'est les fameuses règles, le principe des règles tueuses. Si on a note C ici, si C est faux, note C est vrai, et si tout ça c'est vrai, alors C est vrai, donc oui, il ne peut pas être les deux en même temps. Et si on teste C a doit être vrai, alors C n'a pas de support et doit être faux. Bref, on fait des essais et erreurs comme ceci, et on arrive à trouver, à déduire un certain nombre de modèles. Donc là, c'est vraiment très informel, hein, très grossier, mais on voit bien qu'on fait des essais et erreurs, on fait du backtracking et qu'on génère comme ça un certain nombre de modèles. Et là, les auteurs nous disent qu'en fait, il y a beaucoup d'heuristiques qui sont utilisées pour regarder quels sont les atomes ou les règles qu'on va considérer dans la suite du processus. Ok. Donc ça, c'est la première approche. C'est l'approche essai-erreur, construction de modèles, et à la manière de ce qui est fait dans SAT. Alors SAT, je connais, la résolution SAT, c'est pas du tout mon domaine, mais bon, ça doit être assez proche. Même s'il y a quand même des différences importantes et que le problème globalement est un peu plus compliqué, parce qu'il y a cette condition de stabilité à respecter. La deuxième approche a été entamée un peu plus tard, en termes historiques, dans le domaine de recherche. La deuxième approche a été de traduire euh, le programme logique en résolution SAT, ce qui a été réalisé par exemple avec ASAT et C-Models. Donc à cette fin, comme déjà mentionné en section 5.3, la complétion Clark d'un programme logique euh, voilà, qui permet de traduire, en fait, qui traduit un programme acyclique dans son équivalent, dans une instance équivalente du problème SAT, est étendue avec des formules boucles qu'on a vu précédemment. Je me souviens plus ce que c'est, mais on en parle aussi des loop formules dans l'article. Alors, on note que pour SAT, en fait, le modèle checking, c'est un problème facile en termes de complexité, puisqu'il peut être effectué en log space. En fait, le problème est même euh, résoluble. On peut le résoudre en alloc time, ce ce qui est largement en dessous de log space. Alors, un avantage attractif de cette approche de traduire programme logique en instance SAT, c'est qu'évidemment, on peut bénéficier de toutes les améliorations qui sont effectuées, et elles sont nombreuses, dans les technologies de résolution SAT. Les inconvénients sont que pour générer tous les answer sets,
on a besoin d'un solver SAT qui peut calculer tous les modèles d'un ensemble de clauses. Ou alors on a à régler la transformation, ou alors ouais, voilà, il faut paramétrer en fait la transformation de l'énumération incrémentale. Non, il faut paramétrer le, le, le solver SAT pour qu'il puisse faire de l'énumération incrémentale d'Answer set. Et j'imagine que c'est pas forcément très évident de faire ça. Et en général, bien sûr, un des défauts, hein, c'est que l'instance SAT qu'on produit, qui traduit notre programme logique, peut avoir une taille exponentielle par rapport à la taille du programme de départ. Dans la prochaine vidéo, donc, on verra le système DLV un peu plus en détail.